Est-ce qu'il vous reste un peu de jus? Est-ce qu'il vous reste un peu d'énergie? Allez-vous être bon pour finir la saison? Parce que c'est toute une semaine, une dizaine. Ça a duré combien de temps, ce tournoi-là? 9 jours. 9 jours. Du 12 au 20. Une dizaine. C'était prenant. C'était exigeant. On le disait avant d'enregistrer. Les matchs sont tard. On se couche tard. Ben moi, je regardais ça, là, ce qui nous attend. Puis jeudi prochain, je reprends l'action au Centre Bell avec Martin. J'ai très hâte. Quand tu dis que tu reprends l'action, là, c'est... Du Canadien. Ouais, je reprends ouais, l'action du Canadien. Mais tu marches, tu montes sur la passerelle. Ce genre d'action-là. Cette action-là, Okay. oui. Ce genre de mouvement. Ce qui est pour moi un effort exigeant. La routine. On prend la routine. La routine habituelle. Et je replonge dans le bain avec un excellent Canadien Sharks. Oh. Et je me disais, j'ai hâte. Je dis, ça va être le fun. Parce que le dernier match que j'ai vu au Centre Bell, c'est Canada-États-Unis samedi dernier. Alors là, ça va être Canadien Sharks. Écoute, prépare-toi psychologiquement. Sinon, le choc pourrait être fatal. Brutal. Certainement brutal. Moins. Espérons que ce ne soit pas fatal, mais certainement brutal. C'est comme être sur une plage à 38 degrés une journée, prendre l'avion puis arriver à moins 40. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans 74 cm de neige. Mais diriez-vous que ça a été exigeant ou pas exigeant, mais veut pas, c'est ça. Et j'imagine que la question se pose pour les joueurs, puis tous ceux qui étaient autour des équipes nationales. Là. Il y a comme un décalage c'est ça, là, d'énergie ou enfin d'implication. Est-ce qu'en tant qu'observateur, vous vivez ça? Je ne suis pas certain de comprendre ta question. C'est pas vraiment mais, une question. Dans le fond, la question, c'est comment ça va? Ça a été la semaine dernière, la première semaine de la confrontation des 4 nations a été une semaine très chargée. Ça a commencé le lundi à Brossard avec les entraînements et tout. Puis, les joueurs se sont rendus disponibles ou on les a rendus disponibles. Mais ça aurait été donc une bonne semaine de travail bien remplie. Mais je pense aussi que ce tournoi-là, qui... comme je le disais dans mon reportage hier, n'a ni passé, ni avenir, mais qui a pris toute la place au présent. T'as bien fait de le répéter, parce qu'une phrase comme ça, là, je trouvais que ça n'avait pas plus qu'une fois. Ça n'avait pas eu la résonance que ça méritait. Donc, je ne l'avais pas entendu. Exact. Il fallait que tu écoutes le téléjournal. Parce que je ne le fais pas. Souvent. Ou du tout. Mais moi, j'ai une affaire sur mon téléphone, ça s'appelle Internet, là. Oui, mais donc, rendu à 6 heures, tu manques des phrases comme celle-là. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Et donc, je trouve que ce tournoi-là a quand même été une réussite pour une seule raison, c'est que les joueurs en ont fait quelque chose de significatif à leurs yeux, se sont donnés en conséquence. Puis, même si c'est ponctuel, puis on ne reverra pas ça, là, les 4 nations, malheureusement, ne serait-ce que pour le nom. Mais ça aurait été une belle réussite malgré tout. Avez-vous hâte à la Coupe du Monde? De 2028? Est-ce que on va avoir eu des Jeux olympiques 2 ans avant. Là, ça aurait pu la même résonance. Le contexte politique sera probablement différent à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si on va revivre ça. On a plus hâte aux Jeux olympiques. Oui, ça faisons les choses dans l'ordre. Ouais. D'accord. On a plus hâte à cet été, en congé. Les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, le Canada toujours au sommet. Je vais en profiter. Il n'y aura peut-être pas tant d'occasion de dire ça. Des joueurs en hausse et des joueurs en baisse. Et vous êtes-vous ennuyé du Canadien? C'est tellement hockey, épisode 382. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. La confrontation des 4 nations. Canada, Finlande, États-Unis, Suède. 4 nations, un seul champion. Pour la dernière fois. Alors, pouvez-vous nommer les 4 animaux que l'on entend dans le thème? Il y a un ours, un loup. Il y a un loup. Il y a un cerf. Ça, c'est... Et c'est quoi le bruit d'un cerf? Excuse-moi. C'est quoi le bruit du cerf? C'est quand il accroche les branches avec son panache. Ouais. Je sais pas. Un orignal.
Bon, ben c'est terminé. Alors, je l'avais dit, les Américains ont perdu la finale la fois où ils ont commencé le match là, en jetant les gants, je l'avais dit. Êtes-vous, quand vous regardez là, le résultat, là, vous dites-vous, coupable, il a l'air d'un pas brillant, mais... Dans le fond. C'est comment je m'étais déjà baptisé là, une espèce de la prophétie de l'idiot. La prophétie par inadvertance. Non, mais... c'était pas le même match, hein, d'abord. Évidemment, ça n'a pas commencé de la même manière, là, mais au-delà de ça, là, au-delà des premières minutes, c'était pas le même affrontement là, qu'on avait vu le samedi précédent. Vas-y, Martin. Non, Alex. C'était pas parce que c'était 5 jours plus tard. C'était pas le même match, vraiment pas la même place. C'était pas le même enjeu. Il y avait un contexte politique. Il y en avait un samedi dernier, mais là, ça avait évolué encore. Je pense que le match de samedi dernier avait attiré l'attention de beaucoup de gens au pays, ceux qui n'étaient pas encore. C'est ça. Qui suivaient pas le hockey de près et qui ont vu que ça avait brassé. Je pense que ça a attiré encore plus l'attention. Les Canadiens avaient tiré des leçons, je pense, du match de samedi dernier, clairement, parce qu'ils n'ont pas joué de la même façon. Ça a été très systématique, leur façon de jouer. Dès les premières présences, on a vu les Canadiens essayer de placer la rondelle derrière les défenseurs américains, de s'installer dans le territoire adverse pour générer de l'attaque autrement, alors que samedi dernier, on avait vu des dizaines de tentatives de traverser la zone neutre avec la rondelle, d'essayer de déjouer des défenseurs, d'essayer de faire des jeux de finesse en entrant à la ligne bleue. Alors, c'était vraiment une guerre de tranchées. On s'était préparé pour ça. Et c'était beau de voir ça. Je trouve tout le monde était... C'est difficile de créer une chimie dans une équipe, de trouver les bonnes combinaisons et tout ça. Ce sont tous... C'est l'alignement de hockey le plus difficile à percer au monde. Puis tout le monde a simplifié les choses en disant on va y aller à la baïonnette dans les tranchées, puis on verra qui sortira de là. Et honnêtement, les Américains auraient très bien pu remporter la rencontre là, avec les 3 chances de marquer qu'Austin Matthews a raté en prolongation et celle de Brady Tkachuk. Mais ils se sont donné les moyens de remporter ce match-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés se coucher heureux hier et qui sont rentrés au travail ce matin au Canada. Un peu fatigués. Mais contents de retrouver leurs collègues à la machine à café pour dire « Hey, les Américains! » Après des semaines à se faire narguer par Donald Trump, on leur a arrivé leur clou hier soir. Alors voilà. Voilà. Alors, merci d'avoir été là. C'était vraiment un beau match de hockey, honnêtement. Puis pas le genre de match où ça va d'un côté comme de l'autre. On s'échange les chances de marquer, du jeu très ouvert et tout ça. On n'était pas là-dedans du tout. C'est le genre de match qui affectionne les entraîneurs, ce qu'on a vu, mais que tout amateur de hockey féru va apprécier aussi. Tu sais, quand des joueurs de talent décident de jouer défensivement avec autant de hargne et de dévouement, forcément, ils ont du talent dans la zone défensive aussi. Là. Puis c'est ce qu'on a vu, à part peut-être pour Matthews qui a complètement erré sur sa couverture de Connor McDavid en prolongation. Malheureusement pour lui, parce qu'il avait fait un très bon travail. Je pense que c'est son karma, Matthews, parce qu'honnêtement, il a très bien joué dans ce tournoi-là. Il a fait plusieurs beaux jeux défensivement surtout. Puis les 2 buts américains hier, ce sont des séquences qu'il a amorcées. Là, il était autour du filet, puis il a tenté des passes, ça a dévié, puis ça a permis à ses coéquipiers de marquer. Mais dans le match important, ce gars-là est incapable de gagner. C'est fou. Oui. Puis on aurait pu dire la même chose de Mitch Marner, mais la chance a tourné hier. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle abnégation, Matthews, puis il pensait pas à lui. Je trouvais que ça paraissait dans sa façon de jouer. Il était pas à la recherche du gros jeu, du gros but tout le temps. Mais c'est devenu ce joueur-là, Matthews, dans les dernières années. Oui, mais forcément, quand il joue avec les Maple Leafs, il transporte ce poids-là sur ses épaules où il faut qu'il fasse la différence. Avec Nylander puis Marner. Là, il sait que ça peut être n'importe qui dans cette formation-là. Fait qu'il était peut-être un peu libéré de ce poids-là. Puis moi, je l'ai surtout vu se distinguer dans sa zone, ou défensive, pas nécessairement dans sa zone, mais par son jeu défensif. Il n'y a aucune super vedette dans la Ligue nationale qui bloque autant de tirs que lui. Oui, exact. Depuis des années, d'ailleurs. Donc ça, il faut le souligner, effectivement. Mais il a été vraiment impressionnant d'abnégation. Puis c'est malheureux pour lui, mais ça a été le cas pendant tout ce match-là. Puis c'est vrai pour le Canada aussi. Combien de fois on a vu Connor McDavid domper, pardonnez-moi l'expression, rejeter la rondelle dans le fond du territoire. Tous ces joueurs-là de talent. Alors, on a vraiment mis notre ego de côté.
pour essayer de remporter ce match-là. Et c'était vraiment c'était un beau match de hockey typique, le traditionnel. Jouer de la bonne façon. Ouais. Jouer vraiment de la bonne façon. Et puis, C'est un rêve d'entraîneur. c'est un rêve d'entraîneur. C'est un fantasme sauf ultime. pour Mike Sullivan, mais c'était en tout point ce qu'il attendait de son équipe, je pense. Et puis, il y a quelques joueurs qui se sont révélés dans ce court tournoi-là, d'autres qui sont révélés sous d'autres... Qui se sont dérévélés. D'autres sous un mauvais jour, peut? peut-être. Mais je pense à Dylan Larkin, par exemple, qui, moi, m'a vraiment impressionné pendant tout le tournoi. Là. Quel joueur de hockey extrêmement complet. On le voit évidemment évoluer avec les Red Wings. Puis, mais forcément, quand tu couvres une équipe, ton attention est toujours un peu plus portée sur cette équipe-là parce que c'est sous cet angle-là que tu rapportes la nouvelle. Ouais. Tu sais, et tu trouves tes angles, tu viens créer Ton point de vue, ou enfin, point de vue, ton rapport. Mais aussi, voilà, ton œuvre. avec les Red Wings, on le voit toujours dans un contexte perdant aussi. Tu sais, c'est jamais Exactement une équipe aussi. vraiment compétitive. C'est rarement des matchs significatifs. Exactement. Et puis, c'est un joueur extrêmement complet qui est un des meilleurs en avantage numérique depuis le début de la saison et qui n'y jouait pas du tout avec les États-Unis et au contraire était excellent en infériorité. Donc, et Jack Hughes, à l'inverse, était complètement absent de ce tournoi-là, à mon humble avis. Quand ça brassait, il s'effaçait. Alors, je pense que pour les deux équipes, on a des bribes de réponse pour la sélection nationale pour ce qui va s'en venir un peu plus tard. Mais restons sur ce match-là. Ça a été vraiment une belle clinique, un grand match. Et c'était beau de voir l'accolade entre John Cooper et Jordan Bennington après la rencontre. Parce que c'était son homme depuis le début. C'était son homme depuis le début. Contre vents et marées, il a décidé de lui faire confiance puis de lui confier le filet jusqu'à la fin. Et Bennington l'a remercié avec de loin sa meilleure prestation du tournoi. Hein. On va faire ça là, un peu plus tard, là, regarder un peu là, qui sont les gagnants et les perdants en termes individuels. Là. Excuse-moi. Non. Je m'excuse. C'était très bien. Non, c'est comme un avant-goût. Okay. C'est parfait. C'est une mise en bouche. C'est parfait. Comme ce tournoi-là. Exactement. Un apéro pour les C'est une métaphore dans la métaphore et c'est de la grande communication. Mais non, tiens, tu parles de Bennington. Faisons ça. Parlons-en. Dites-moi en plus. Ben, c'est impressionnant. Qui l'eût cru? Est-ce que les quatre arrêts qu'il a fait en prolongation efface tout le manque de confiance qu'on lui a témoigné depuis le début du stress engendré. Honnêtement, dans les 3 premières périodes, Tu le trouvais pas parfait? Moi, mais, écoute, il me donne des vertiges à le voir se déplacer. il était un peu tout croche par moi. Oui, c'est en perte de contrôle dans ses déplacements. Quand le jeu se rapproche de son filet, là, quand c'est vraiment à proximité de lui, près des poteaux, tu sais jamais s'il va tomber à la renverse ou s'il n'est pas en contrôle. Il n'inspire pas la grande confiance. Il n'inspire pas confiance. Il a donné il a donné quelques mauvais buts et quelques buts discutables dans le tournoi. Mais pas hier. Mais en prolongation. Hier, s'il avait donné un mauvais but, le Canada aurait perdu. Oui, il n'y avait rien à se reprocher sur les buts qui ont été marqués par les Américains. Puis en prolongation, il a fait 4 gros arrêts. Mais là, c'est lui automatiquement qui est devant le filet. C'est réglé. Non, je pense pas que ce soit automatique, là. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait jouer à Denil, on n'a pas donné de chance aux autres gardiens qui étaient là. Puis on a misé sur lui, même s'il n'était pas ultra convaincant. Je ne sais pas si la décision n'avait pas été prise de dire on va lui donner tout le millage possible pour qu'il passe à travers un tournoi avec l'équipe Canada, puis on va avoir... Notre gardien pour les Jeux olympiques. On va l'avoir préparé pour l'année prochaine. Je vois mal comment, si Logan Thompson continue sur cette lancée-là, je vois mal comment on peut l'exclure de l'équipe olympique, honnêtement. Là. On verra ce qu'il va faire dans les séries éliminatoires aussi. Là. On semble accorder énormément d'importance à ça. De façon, c'est assez compréhensible aussi, là, mais je vois mal comment Logan Thompson peut être écarté de cette équipe. Comment il a pu être écarté. Comment il a pu l'être et comment il le serait s'il poursuit sur sa lancée l'année prochaine. C'est certainement une théorie valable, celle de dire on va développer, dans le fond, Bennington comme gardien numéro 1 international. Parce qu'on n'en a plus. Parce qu'on n'en a pas d'autres. Hein? Mais reste que c'est un scandale canadien. On a raté... Voilà, on n'est pas content. Je suis pas content. Ils ont gagné, mais je suis pas content. On a raté l'occasion de
de creuser cette question-là davantage. Ils ont gagné, écoute. Ils ont... Oui. Mais en même temps, on n'est pas davantage fixé, non? On n'est pas davantage fixé. Ah, on peut pas dire qu'il a rassuré tout le monde, là. Ça, c'est sûr. Tu sais, la réponse des dirigeants canadiens au début décembre, quand l'équipe avait été nommée, c'était, tu sais, on disait, vous n'avez pas de gardien numéro 1, on n'a plus de gardien prestigieux, puis ils disaient, on a des gardiens qui ont gagné la Coupe Stanley, là. C'est quand même pas un fait d'armes anodin pour un gardien. Et, tu sais, Binnington a gagné la Coupe Stanley, il avait gagné un 7e match à Boston. Ça me fait rire, ça. Il a gagné un 7e match à Boston, donc on va le faire jouer à Boston. Comme si... comme si ça allait se répéter. Mais il l'a gagné, ce gros match. C'est une espèce de superstition qui n'a aucun fondement. Parce qu'il a déjà gagné à Milan. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, 5 ans et demi. Exact. Je ne sais pas si je braque un peu les projecteurs sur toi, Martin, puis tu me diras si je te mets dans une position inconfortable. Tu me diras si je t'aveugle. Oui, exact, mais... tu as rencontré les dirigeants de Hockey Canada. Je ne sais pas s'il y a été question des problèmes de gardiens ou vous n'êtes pas allé dans cette direction. On en a parlé. Et la position des dirigeants de Hockey Canada, c'est Tout est correct. Oui, tout va bien. Et, notre système de développement de gardiens fonctionne. Nos gardiens ont plein d'opportunités. Il y en a qui ont gagné la Coupe. Il n'y a aucune remise en question. Il n'y a pas de remise en question du système sportif. Et ce que conclut Hockey Canada après avoir revu les éliminations rapides aux 2 derniers championnats mondiaux juniors, c'est notre processus de sélection doit être raffiné. Ouais. C'est ça la grande conclusion. On a ajouté 2 couches administratives, un directeur général à temps plein puis un vice-président à temps plein. Tout le monde sait qu'ajouter des couches administratives, généralement, ça permet de régler des problèmes. Sur le terrain. Ouais, exactement. Alors, écoute, et je me disais, tu sais, peut-être que si le Canada avait perdu ce match-là contre les États-Unis hier 6-1, que là, ça aurait été l'électrochoc. L'appel. Il y a peut-être quelque chose. On n'est pas à l'abri de ça réveil. dans un an. Non. On n'est pas, ça se joue au fil de rasoir. Il n'y a plus de domination nette. Mais c'est ça, il n'y a pas de remise en question quant au processus de développement. Je leur ai envoyé ma série sur le développement des gardiens. C'est une bonne idée. Qui était traduis-la. Fais-la traduire avant. D'ailleurs, j'avais essayé de parler à... Monsieur Saumon? Non, pas Monsieur Saumon, mais... C'est ça son nom? C'est quoi son Scott titre? Salmon. C'est ça. C'est une espèce de VP. Une espèce de VP des programmes nationaux. Mais il y a un... Ah, OK, Canada. Oui, il y a quelqu'un qui est en charge. C'est plus ou moins clair, c'est flou, mais il y a un homme qui est en charge du développement des gardiens à Hockey Canada, mais c'est pas très concret, là, puis on peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'il fait puis à quoi il s'attaque. Et puis j'avais fait une demande d'entrevue pour lui, puis bon, on m'a répondu là, après quelques jours. On m'a répondu non. On m'a répondu après quelques jours. OK, ouais, peut-être. Puis là, j'ai relancé. Puis c'est tombé lettre morte et il n'y a pas eu de suivi là-dessus. Et dans la foulée de la série d'articles que tu avais fait sur le développement des gardiens, il y a un texte intéressant qui a été publié la semaine dernière sur The Athletic. Oui, j'ai lu aussi, oui. C'était 4 ou 5 sommités en matière de gardiens aux États-Unis qui s'étaient enfermés dans une chambre d'hôtel pendant un week-end complet pour dire là, on va redéfinir comment on va développer les gardiens, puis à s'obstiner, puis à évoquer toutes sortes de scénarios. Puis si on enseigne ça, non, on va créer des problèmes. Et quand ils sont ressortis de là, ils ont dit, OK, cette rencontre-là a eu lieu il y a 10 ans, je pense. Un petit peu plus que ça, je pense. C'est en Ohio, là, ils disaient. Ouais. Et quand ils sont ressortis de là, ils ont dit, OK, on a trouvé quelque chose. Et honnêtement, les résultats sont... Et moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sont ambitieux. Là. Ils ont un gros bassin de joueurs. La Ligue nationale est un milieu extrêmement compétitif. Et ils se sont dit, on a 10 % des minutes jouées dans la Ligue à l'époque. Puis on voulait 50. On veut en avoir 50. Et là, ils sont rendus à 23, 22, 23. Là. Alors que la position des dirigeants de Hockey Canada, Mme Anderson, la PDG de Hockey Canada, m'a répété exactement la même phrase qu'elle m'avait dite l'année passée. Le hockey s'internationalise. Le hockey s'internationalise. C'est inévitable qu'on perde des parts, des pourcentages, des parts de marché dans la Ligue nationale. Et on a quand même encore en ce moment un pourcentage supérieur à notre poids démographique dans le monde du hockey. Donc, tout va bien. Et écoute, et moi, la question qui me vient en tête dans ce temps-là, c'est oui, mais c'est à partir de quel pourcentage...
quand on va en avoir perdu combien de joueurs dans la Ligue nationale que là, il va falloir réagir, jusqu'à quel point parce que c'est un peu comme la grenouille dans l'eau chaude. Là. Tu fais monter la température, elle se sent toujours confortable, mais à un moment donné, quand l'eau devient bouillante, elle sort pas de l'eau. Alors, elle meurt. Exact. On peut faire des pattes de grenouille. Non, puis on n'est pas obligé de se rendre jusque-là. Est-ce qu'on est obligé d'attendre ça devrait être de se à rendre la jusque-là? C'est juste une question de temps. Oui, puis la courbe, elle existe. Là. La décroissance, la courbe de décroissance, elle existe. Là. Elle est bien réelle. Et c'est un indicatif. Là. Ben oui, puis il y a une part de ça qui est normale, effectivement, parce que quand la Ligue nationale a été créée, il y avait 90% des joueurs qui étaient Canadiens, puis ça aussi, si tu veux attirer une plus large population puis développer le hockey un peu partout, ben c'est une anomalie, ça peut pas durer comme ça. Donc, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point, ça. Et à l'inverse, tu devrais plutôt regarder ceux qui ont des petits bassins de population et qui performent très, très bien, comme la Finlande, par exemple, ou comme les Américains qui maintenant ont un très grand bassin, mais qui réussissent à faire bien mieux avec le développement de leurs gardiens que ce que nous, on fait de ce côté-ci de la frontière. Alors, je comprends pas pourquoi on est juste dans une espèce de fatalité de « Ah, c'est comme ça », au lieu de dire « on va prendre tous les moyens à notre disposition ou d'en trouver des nouveaux pour essayer de rester le plus longtemps possible au sommet de la pyramide, de développer le plus de joueurs possible, de maintenir le plus haut standard d'excellence. Puis si on se fait gruger quelque part de marché, ben ce sera ça, mais au moins on aura tout mis en œuvre pour essayer d'endiguer ça au lieu de l'accepter placidement comme ça semble être le cas. Il y a un expert en système sportif qui m'a raconté qu'il y a plusieurs années, à une conférence ou un congrès d'Hockey Canada, il y a un expert en systèmes internationaux, en système sportif qui était venu faire une allocution à un événement d'Hockey Canada et il avait dit, avec l'attitude que vous avez, si vous étiez à la tête de Coca-Cola ou d'Apple, vous seriez tous sans emploi. Aux gens d'Hockey Canada. Aux gens d'Hockey Canada, parce que tu peux pas... Ils l'ont pas réinvité. On s'entend, Coca-Cola, ils ont une position dominante dans le marché, mais pour leur enlever 1% de part de marché, t'es mieux de te battre à la vie, à la mort, parce qu'ils vont essayer de la protéger. Tu aurais dû faire cette comparaison-là avec cette compagnie de liqueurs douces en disant... Donc, vous seriez sans emploi. Si vous perdez des parts de marché, vous l'acceptez tout simplement. C'est normal. C'est normal. Ouais. Did we need a win? Not only like our team, but Canada needed a win. This one was different. This wasn't a win for themselves. This was a win for 40+ million people. Est-ce qu'on est rendu à plus que 40 millions d'habitants au Canada? Oui, hey, c'est 40. Je suis pas mal sûr, c'est 40 quelques. Il me semble que j'ai eu 39, mais... Bon, Martin. Il me semble, en tout cas. John Cooper, l'entraîneur de la sélection canadienne. 40.1 en 2023, selon le dernier recensement de 2023. John Cooper, l'entraîneur de la sélection canadienne, après cette victoire canadienne contre les Américains, qui dit celle-là était différente, celle-là était spéciale, c'était pas seulement pour nous, c'était pour les 40 et plus millions de Canadiens. On l'a évoqué ici. Je pense que... D'ailleurs, ce contexte-là, enfin, en 2026, ça se peut très bien qu'on soit dans une ambiance semblable. Là. C'est juste dans un an, mais... J'ai trouvé ça chouette que John Cooper dise ça après le match, sauf que... Tu l'aurais pas dit? Il y a pas... Non, mais c'est qu'il a complètement évité ça durant les 9 derniers jours. Là. Et John Cooper, c'est un gars qui est né en Colombie-Britannique, à Prince George, qui vit aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans. Là, dont la mère est américaine. Exactement. Et il n'a pas touché à ça, mais il a dit les bons mots, il a touché à la fibre patriotique, mais... Il s'est bien gardé pendant le tournoi de s'aventurer sur ce terrain-là. Et j'avais cette conversation-là avec Alex sur la passerelle de presse, je pense, la semaine dernière. Et Alex disait, c'est ça, ils disent tous, faut pas huer l'hymne national. Et c'est drôle parce que les questions étaient souvent posées à des joueurs canadiens qui vivent aux États-Unis ou qui jouent pour des équipes américaines comme Brad Marchand et tout ça. Puis tout le monde... Le discours, c'est non, les hymnes nationaux, mais il n'y a même personne qui a soulevé dire oui, mais le président américain n'arrête pas de remettre en question l'existence du Canada ou de puis au-delà de ça, remettre en question
ce que nous sommes. Ouais. Il n'y a personne du côté canadien qui a levé ça, mais une fois la victoire gagnée, là, on a dit OK, on a joué pour 40 millions de mais ça ne pouvait pas être autrement, non? Moi, je ne suis pas capable d'imaginer un scénario où est-ce que Cooper aurait commenté la situation géopolitique pendant le tournoi. Pourquoi pas? Ben, j'aurais aimé ça, là, cela dit, mais on voit jamais, je sais pas, ça arrive. On voit jamais, rarement ça. Ben, t'as raison que ça aurait été surprenant parce que la Ligue nationale ou les gens qui la font ne nous ont pas habitués à ça. Non, c'est ça. Moi, j'ai été... Alors que dans la NBA... Dans la NBA, on ne serait pas retenu. Tu as des entraîneurs comme Steve Kerr ou comme Greg Popovich qui font des points de presse complets. Extra sportif. Oui, absolument. Il n'y a rien qui aurait empêché John Cooper de dire, par exemple, quelque chose comme je suis pas à l'aise avec le fait qu'on eut l'hymne national américain parce que c'est pas pour ça qu'on présente les hymnes nationaux avant le début des matchs. C'est vrai, c'est une tradition qui est apparue pendant la Deuxième Guerre mondiale pour rendre hommage aux soldats disparus et tout. On pourrait rappeler ça tout en disant, mais on peut comprendre la frustration d'une large part de Canadiens dont les droits semblent bafoués en ce moment par le président des États-Unis qui les considère comme si c'était pas un territoire libre et souverain d'assumer sa propre destinée, puis qui parle d'eux autres comme si ils pouvaient juste les annexer. Bon, alors, oui, il aurait pu dire ça. Oui, c'est le bout qui manquait. Moi, à vrai dire, j'étais surpris d'entendre les joueurs en parler. Je me serais attendu à ce qu'ils disent non, je veux pas parler de ça. Parce que c'est ça l'attitude de hockey professionnel habituellement. Aussitôt qu'on a un enjeu social, je ne veux pas en parler. T'sais. Alors là, ils en ont parlé à moitié, puis j'ai pas trouvé que ça faisait bonne... parce qu'il manquait ce bout-là. Je peux comprendre. Parce qu'il y a ces évocations-là du 51e État qui sont de la théorie, mais en pratique, il y a de l'intimidation économique qui se fait. C'est de l'intimidation, puis je comprends pas même que des joueurs... Il y a beaucoup de joueurs américains qui évoluent au Canada. Là. Austin Matthews, Brady Tkachuk. Cole Caulfield. Ben, il n'était pas là, mais non. Caulfield en a parlé aussi. Moi, ça m'a un peu... Mais exact, puis je comprends qu'ils ne passent pas leur longue journée à penser à ça puis à réfléchir à l'avenir au sort du pays et tout. Et peut-être qu'ils prennent ça, ils trouvent ça un peu farfelu aussi, mais ça aurait été quoi? Ben, je ne sais pas s'ils pensent ça, mais si l'un d'entre eux trouve qu'effectivement, ça commence à dépasser les bornes, là, ça aurait été quoi de dire j'aime vraiment pas ça qu'ont eu mon hymne national, mais je comprends que les Canadiens soient fâchés un peu de ce qui se passe en ce moment. Ça aurait de l'allure. Puis je suis pas sûr que ça aurait fait scandale tant que ça. Mais non, au contraire. C'est sûr que ça aurait été... Il y a beaucoup de gens qui auraient repris cette citation-là, mais je suis pas certain que ça serait devenu une espèce de moment viral sur les réseaux sociaux où ce gars-là aurait été vilipendé par la frange d'Américains. À Milan, coupé. C'est ça, je trouve, qui rendait ce climat politique, le climat politique entourant ce match-là particulier. Parce qu'auparavant, la ligne de démarcation était claire. Là. C'était le Canada contre les Russes. C'était deux systèmes politiques qui s'affrontaient. C'était les Américains contre les Russes. C'était une rivalité. Les Tchécoslovaques contre les Russes. Il y avait les bons d'un côté. Des deux côtés, là, peu importe d'où on se plaçait, il y avait une ligne claire et nette. Et là, des deux côtés, tu avais des joueurs sympathiques à ce que Donald Trump préconisait en campagne électorale. Tu as des Américains qui vivent au Canada, des Canadiens qui vivent aux États-Unis. Et c'est tout imbriqué, c'est flou. Il n'y a pas de ligne de démarcation. Ouais. Alors, c'est vraiment le public qui a fait en sorte de tracer la ligne là-dedans. Ce ne sont pas les gens de la Ligue nationale. Ce ne sont pas les joueurs. Très intense, c'est un point de vue très intéressant. C'est vrai qu'avant, c'était bien. Justement, mon topo, hier, c'était les grands matchs internationaux. Puis qu'on le passe? On peut le passer pendant l'épisode. 2:30, ça passe vite. C'était toujours contre le bloc soviétique. Ouais. C'est toujours l'Est contre l'Ouest. Puis c'est ça, deux idéologies, deux systèmes économiques. C'était à trancher au couteau. C'est le péril communiste pour les Américains. Et puis... la guerre froide. Oui, la dichotomie était claire, alors que... Là, c'est un peu plus... On n'est pas du tout là-dedans. Là. C'est la première fois que la rivalité Canada-États-Unis dépasse le cadre sportif. Avant, c'était amical, à la limite. C'était purement sportif. C'était une grande rivalité sportive, puis là, ça a pris une autre tournure complètement. Bref, on a rendez-vous dans un an, voir où est-ce qu'on en sera. Il y a des bonnes chances que le climat politique soit pas mieux.
Ouais. Disons ça comme ça. Et j'ai hâte de voir si ça persiste, si l'administration américaine continue d'être hostile comme ça envers le Canada. Est-ce que ça va avoir des effets sur les opérations de la Ligue nationale? Tu sais, c'est le seul circuit sportif nord-américain qui est vraiment... Il y a quelques équipes... À 2 vitesses, on va dire. Là. Pas à 2 vitesses, mais qui est implanté des 2 côtés de la frontière, vraiment avec des appuis fermes. Tu as quelques équipes de la MLS au Canada, tu as une équipe du baseball majeur, une équipe de basketball. Mais et le Canada joue un rôle important, mais est-ce que, tu sais, déjà, il y a des joueurs américains qui refusent de venir jouer... Ouais. À Winnipeg. Au Canada, à Winnipeg, à Calgary, ou qui ne veulent pas jouer dans les marchés canadiens. Est-ce que ça va, si ça s'intensifie, s'il y a un sentiment anti-américain plus fort, si on commence à développer un sentiment anti-canadien aux États-Unis, est-ce que ça va avoir des effets sur le terrain, Gérard? C'est sûr qu'il y a seulement que la Ligue nationale de hockey qui c'est ça, qui va avoir à composer avec ça. Parce que dans les autres circuits majeurs, la présence canadienne, c'est presque anecdotique, là, même avec les 3 équipes de la MLS, c'est vraiment peu en pourcentage. Là. Enfin, ça fait partie, c'est ça, ça va faire partie du narratif, je pense, jusqu'à Milan et peut-être au-delà. Même les joueurs qui jouent actuellement pour les équipes canadiennes, tu sais, Kyle Connor, Connor Hellebuyck, Brady Tkachuk, si c'est pour se poursuivre, vont peut-être vouloir rentrer. Ben, ça va peut-être leur donner le goût de changer d'air. Tu sais, Hellebuyck était quand même assez remonté quand on lui avait posé cette question-là. Puis lui avait évoqué justement les vétérans, puis l'hommage militaire à travers ça. Puis ça, alors si ça se met à huer à grands cris l'hymne national américain pendant les matchs des Jets à partir de maintenant, là, puis ça se peut qu'il fasse comme moi j'ai plus le goût de jouer ici. Donc ça se on pourrait aussi expliquer. On pourrait y expliquer aussi pourquoi ça arrive là. C'est assez facile à comprendre. Mais c'est ça, il faut en revenir aussi. C'est pas le jour du souvenir à tous les 82 matchs à la Ligue nationale. Non, mais il y a ça. Bon, j'essaye de parler de Milan. J'essaye. Vous rendez ça bien difficile avec vos propos intéressants et lumineux. Est-ce qu'on joue à qui a perdu sa place pour Milan? Qui a perdu sa place pour Milan? Il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle, non. Ah. Mais c'est un peu plate, là, mais soyons moins, frontal. Mais il y a des joueurs... T'sais, commençons par le positif. Moi, j'avais un sentiment, puis on verra s'il se vérifie. Je me disais, si Connor McDavid a perdu sa place pour Milan, là, ça va pas bien. On va avoir une grosse équipe. Je me disais, si Connor McDavid joue un rôle important dans une conquête de... Est-ce qu'il y avait une médaille d'or? Il n'y a pas de médaille d'or. Il y avait une médaille. Je ne sais pas si elle était en or. J'ai fermé la télé tôt quand ça s'est fini. Il y avait une médaille, C'était pas une grande célébration. Mais là où je veux en venir, c'est que McDavid, je pense que... pas je pense, mais ne nous étonnons pas si McDavid gagne la Coupe Stanley au printemps. Je pense que c'est le genre d'événement, c'est le genre d'expérience qu'il a vécu qui peut se transposer dans le reste de sa carrière. Ne nous surprenons pas si Austin Matthews se fait éliminer au premier tour. En ratant sa couverture défensive. Sur Connor McDavid. Parce que... Au premier tour, ce serait moi, pas je trouve qu'un autre joueur qui s'est... illustré, alors qu'il n'avait pas l'habitude de le faire dans là où ça compte. Et voulez-vous compléter, devinez-vous, Au Canadien? Moi, j'ai trouvé que Mitch Marner avait eu tout un tournoi, et je me dis, si cette intuition-là était bonne pour les Oilers, peut-être l'est-elle pour les Maple Leafs. Marner a eu les 2 bons matchs. Exact, les 2 derniers. Ouais. Mais c'est déjà mieux que... Ça a coïncidé avec les changements de trio. Ouais. À partir du moment où il s'est retrouvé avec Anthony Cirelli puis Brendan Hagel. Bon, c'était pas le cas sur le but gagnant. Mais hier, la majeure partie, Sam Bennett aussi. La majeure partie de la 3e période, il l'a passé avec Connor McDavid. Là, on a enlevé Mark Stone puis on l'a fait jouer. Exact. Donc, il a préparé les 2 buts sur les trios auxquels il appartenait. Ben, il a préparé celui de Bennett. Il faudrait que je revoie la séquence. Est-ce que Bennett venait de sauter sur la glace puisque on était dans un changement de trio au vol? Là. Oui. Mais oui, il a connu un excellent match. Puis des fois aussi, c'est ça. Je ne sais plus c'est qui parlait de ça. Peut-être John Cooper, je l'ai entendu parler de ça. Quand évidemment, tu as une collection de vedettes puis énormément de talent, il y a beaucoup de gens qui suivent peut-être ça d'un œil distant qui vont dire, ben là, juste à faire jouer les meilleurs avec les meilleurs, puis c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. C'est très canadien comme façon de voir le hockey. Oui.
mets Crosby avec McDavid puis McKinnon, puis advienne que pourra. C'est peut-être une bonne idée d'essayer de composer des trios en fonction des forces et des préférences de chacun. Puis au début, ça fonctionnait pas à Reinhart et McDavid et Marner. Au départ, ça fonctionnait pas. Si un peu tout le monde veut transporter la rondelle, ça devient difficile. Il n'y en a rien qu'une, puis ils sont 3, donc ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, je trouve que Cooper s'est bien ajusté, et puis ça a permis à Marner, justement, de se démarquer. Tant mieux. C'était quoi la question? C'est qui a perdu sa place? On joue à ça? Non, j'essaie de voir la chose. Qui a fait améliorer? Qui a amélioré son statut? Mais juste sur le fait que Marner a créé directement 2 buts pour le Canada, ça, j'ai trouvé... On comparait les alignements, puis on disait, les Américains sont vraiment forts du début à la fin. Ils ont de la profondeur, ils ont du talent. C'est le meilleur alignement américain qu'on n'a jamais vu. Mais il y a un aspect du jeu où les Canadiens étaient nettement... Il n'y avait même pas photo où les Canadiens étaient nettement supérieurs. Souvenez-vous de la discussion, je pense que c'est l'année passée qu'on a eu ça, sur le talent rare d'obtenir des passes décisives au hockey, de créer des jeux qui rendent tes coéquipiers meilleurs. Connor McDavid est dans une catégorie à part. Là, il y a moins de joueurs dans la Ligue nationale capables de fournir 50 passes décisives dans une saison que de marqueurs de 50 buts, juste pour montrer à quel point c'est rare. C'est McDavid et Kucherov à peu près les seuls. Oui, mais cette saison, Marner est 2e dans la Ligue nationale derrière McDavid. Il y a 34 passes décisives, il y a 56 matchs à jouer, il y a 34 passes décisives. McDavid en a déjà 50 après 56 matchs. Wow. C'est quand même incroyable. Et je regardais, là, parmi les 15 meilleurs fabricants de jeux, les 15 plus hauts totaux de passes décisives dans la Ligue nationale, il y avait 6 Canadiens en uniforme hier. Il y avait McDavid, Marner, McKinnon, Stone, Marchand et Makar. Les Américains... 6 sur combien? Sur les 15 premiers. Sur les 15 premiers? Aucun Américain. Dans le top 15. C'est donc bien intéressant. C'est juste là que tu dis ça. Oui. Alors, je pense que l'Américain qui vient le plus rapidement dans le classement, c'est Gensel, qui est autour de 22 ou quelque chose du genre. Là. Mais il y avait un net avantage là-dessus sur la capacité de créer... fabriquer des jeux. C'est ça. De trouver la ligne de passe qui mène à un but. Ouais. Je pense qu'on peut... Je pense que là, on vient d'atteindre... Je pense qu'on peut... c'est la meilleure affaire qui a été dite. Point. Point. Ça en est une bonne. Donc, je reviens à ça. Moi, c'est ça. Moi, je pense que Marner, ses actions sont à la hausse pour reprendre un genre d'anglicisme, d'expression. Je pense qu'il y a un bilan à dresser à propos de la défensive, des choix qu'on a fait là. Moi, je me demande... Non, mais à la hausse. Non, mais c'est juste sur Mitch Marner. Tu disais que Mitch Marner est à la hausse. Je me demande si le Lightning n'est pas en train de courtiser Mitch Marner. OK, là, est-ce que tu vas nous éblouir encore? T'en as-tu d'autres déclarations comme ça? Parce que là, on n'est pas prêt. Là, Alex, il saigne un peu du nez. Mitchell, écoute, ils peuvent pas. C'est du maraudage. Non, mais... C'est subtil. C'est ça. C'est ça que tu vas me dire. Qui sait, peut-être, ils sont, comme Vegas, sont à peu près sur tous les gros coups possibles à chaque fois que ça se déclare. Ouais, absolument. Donc, ils voulaient Noah Hanifin, il est allé avec les Golden Knights. Ils voulaient Jake Gensel, ils l'ont eu. Ils sont toujours dans les parages. Ouais. Et regardez la masse salariale du Lightning. Là, on sait que le plafond va augmenter de façon importante. Et tous leurs joueurs sont... tout leur noyau est sous contrat pour plusieurs saisons encore au prix... de l'ancien... au prix amicaux de quand le plafond salarial était assez figé dans le temps. Et c'est le genre de truc... J'écoutais John Cooper parler à Montréal la semaine dernière de... Il est en amour avec. Oui, il est vraiment en amour avec Mitch Marner. Puis je me disais, c'est une belle occasion de diriger le gars comme ça, sans faire de maraudage. Non, on apprend à se connaître. On t'aime, on te trouve bon, on est content de te connaître. Puis, tu joues avec nos gars. Oui. Ça se passe bien. Alors voilà. Peut-être. C'est intéressant. Juste une intuition. Wow. On n'est pas au bout de nos surprises dans cet épisode-là. Pour répondre à ta question, moi, je pense que, quoi qu'il n'ait pas connu un mauvais match hier, mais Brad Marchand... Non, mais là, ça, c'est à la baisse. Les actions sont à la baisse. C'était ta question à la base. Il y en a d'autres à la hausse. Qui a perdu sa place pour Milan? Non, à la hausse, donc, à la hausse dans le sens qui nous aurait surpris.
Peut-être Sam Bennett est peut-être à la hausse. Oui, Sam Bennett a mieux paru que Reinhardt dans ce tournoi-là. Oui, c'est vrai. Intéressant. Thomas Harley, probablement à la hausse. Moi, j'étais très impressionné. Lui, ses actions se sont multipliées par 10. Par 10, exact. Ce serait ça pour le Canada. Je peux t'en donner pour les États-Unis. Oui, pourquoi pas. Harley, il a 23 ans. Il n'avait pas été choisi dans cette équipe-là. Il a été appelé d'urgence pour venir remplacer Kyle McCarr. Catastrophe. Ouais. Il est arrivé sans s'être entraîné avec l'équipe. Il avait joué un très bon match à Montréal. Encore appelé d'urgence, inséré d'urgence dans l'alignement hier soir. C'était le 3e défenseur le plus utilisé. Il a moi, je pense qu'il a mérité un. S'il continue comme ça, il va. C'est tout un défenseur. Oui. Je suis d'accord avec toi. À la hausse, pas mal. Pour les Américains, Dylan Larkin. Moi, t'en as parlé, c'était bon. Je l'ai trouvé exceptionnel. Jake Gensel est fichtrement un bon joueur. Moi, je pense que ça a été le meilleur joueur du tournoi. Je dirais pas loin. En tout cas, il est certainement dans la conversation. Il a été exceptionnel. Ce serait ça pour ceux qui sont à la hausse, dans le sens qu'ils en ont donné encore plus que ça. Ils se sont illustrés, ils se sont mis. Charlie McAvoy, mais c'est pas tant de surprise là, non plus, mais il est toujours bon dans ces rendez-vous-là. À l'inverse, Adam Fox. Il était là. Tournoi extrêmement difficile. Puis il n'y en a pas. Chris Kreider, je pense, a fait la démonstration qu'il n'y avait plus d'affaires là. C'était qui les défenseurs? Jack Hughes, c'est la déception. La grande déception pour les Américains pendant ce tournoi-là. C'est drôle parce que j'avais dans mes notes, c'est quand on a parlé du tournoi la semaine dernière, avant que ça commence. Là, je vais juste retrouver mes notes. Moi, je garde pas le... C'était les Américains. C'est ça. Donc, il y a 2 semaines exactement, dans mes notes, il y avait Matthews et jumelé avec Gensel à gauche et Jack Hughes à droite. Bien hâte de voir Hughes dans un rôle d'ailier. C'est un gars qui n'aime pas vraiment le jeu physique non plus. T'es pogné pour jouer le long des rampes. Exactement. Puis hier, il y a eu une séquence. Là, il recevait la rondelle près de la bande, puis il y a 2 Canadiens qui s'en venaient le visiter, puis il n'est pas resté là longtemps. Il n'était pas à l'aise. Il voulait pas la rondelle. Là. Dans le match, le pugilat de samedi dernier... Je pense que ça l'a comme découragé en partant de s'impliquer beaucoup. Non, les gars, faites pas ça! Il n'a pas aimé ça. Il n'était pas dans le forum de discussion. Non. Ils n'ont pas invité. Les gars, on fait pas ça. Ah non, come on. Puis hier, il y a eu une immense chance de marquer. C'est en première ou en deuxième période. En tout cas, le vol de la mitaine de Jordan Binnington. Et c'est tout. Il était là. En deuxième. Il était à la bonne place au bon moment. C'est tout, là. Sinon, on l'a pas vu. Puis je pense que ça... Moi, si je les Devils du New Jersey, je fais comme... On va le laisser au centre. Non seulement ça, mais... On met des costauds autour. J'espère qu'il n'est pas en train de se définir comme le gars qui n'est pas capable de performer dans ces situations-là. Là. C'est un peu ça. Ouais. Pour les Canadiens, en défense, Travis Sanheim n'a pas rien cassé. Drew Doughty, il va falloir qu'il améliore sa mobilité s'il est capable. Il vient juste de revenir d'une opération à Moi, il m'a impressionné. J'ai trouvé qu'il était meilleur de match en match. Il ne faut pas oublier, c'est un gars de 35 ans qui s'était subi une grave fracture à une jambe, qui avait 6 matchs de jouer seulement. Opéré à la cheville il y a quelques mois. Il a fait de la difficulté avant. En tout cas, le premier match qu'on l'a vu jouer contre la Suède, si ma mémoire est bonne, je me disais, mon Dieu, il avance pas, il a de la difficulté à patiner. Et il a joué plus que 20 minutes hier en finale. Il y avait le jeune Harley avec lui. Il a été impeccable. Puis son expérience, son intelligence du jeu. Exactement. Alors, lui, je ne l'écarterais pas. Là. Écoute, on veut te voir. S'il continue à s'améliorer un petit peu comme ça à tous les matchs jusqu'à Milan. Mais physiquement, mais c'est normal. Il était à l'équivalent, lui, de la fin du camp d'entraînement ou des 3 premiers matts de la saison régulière là, par rapport au niveau de jeu des autres. C'est un leader exceptionnel. Donc, au pire, comme 7e. De toute façon, n'oubliez pas que vous pouvez amener 25 joueurs selon les règles de l'IHF à Milan, donc 8 défenseurs. Alors, je pense qu'il y a sa place. Il y a probablement il y a sa place. Mais tu sais, Sanheim, Parayko, c'est certainement à repenser. Peut-être Devon Taze, parce que c'est le partenaire de jeu de Kyle McCarr, mais il a été correct. Là. Il a joué pas loin de 28 minutes. Les deux, tant que ça, on se disait que la présence de McCarr allait changer la donne pour le Canada parce qu'il n'était pas là dans le premier match contre les Américains. Il a joué plus que 28 minutes hier. C'est sorti de zone. C'est hallucinant. C'est incroyable.
Et sinon, dans les attaquants, ceux qui ont perdu un peu de leur valeur, je pense. Moi, Brad Marchand, je pense, n'a plus sa place dans l'équipe nationale. Puis Mark Stone... Mais c'est drôle, ils sont tous les deux. On a les mêmes joueurs sur notre liste. Mais ils sont tous les deux, Marchand et Stone, dans tes 6 meilleurs passeurs décisifs. Dans la Ligue nationale, mais Marchand, je pense... Marchand, à quoi? Il a 36... il va avoir 37, je pense. Et dans la Ligue nationale, il est encore capable de bien paraître, mais il a perdu une coche. Là. Il est moins dominant. Il va avoir 37 ans au mois de mai. Mais à ce niveau-là, tu vois que au niveau vitesse et tout ça, c'était plus la même chose. C'était l'attaquant le moins utilisé par John Cooper. Et Stone a juste 32 ans, mais il a été blessé à répétition. Là. Les 4 dernières saisons, il a joué à peu près la moitié des matchs. Et ça n'a jamais été un grand patineur. Déjà au départ, c'était pas un grand patineur. Et... Ce qui favorise, c'est que c'est une glace aux dimensions de la Ligue nationale, là, à Milan. Sinon, sur une large patinoire, c'est sûr qu'il n'y avait pas sa place. Il a été placé dans des conditions favorables durant tout le tournoi. Puis, il a marqué un but dans le premier match contre la Suède sur une passe de Crosby. Mais à part ça, il y a eu un mauvais match. John Cooper l'a retiré de son trio parce qu'il ne contribuait pas. Là. Il ne se passait rien. Alors, je pense qu'il a perdu. Ses actions ont baissé. En baisse. Après Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment fait ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Questions du public, réseaux sociaux. Bon, ben c'est fini, là, les grands rendez-vous, la Phénélite, l'anthologie, c'est terminé. C'est fini. Dans moins d'1 an, on va être dans un rendez-vous encore. Oui, je dis pour l'instant. OK. Parce que là, c'est le dur retour à la réalité. Écoute, je dis dans moins d'1 an, s'il y a une entente entre la Ligue nationale et la Fédération internationale... On n'en a pas tant parlé. Est-ce qu'on a revisité ce sujet-là ici? Moi, hier, j'ai remarqué que les anneaux olympiques étaient dessinés sur la glace. Je me suis dit, tu fais pas ça si... Moi, c'est ça, je suis le genre de gars à me consoler avec des symboles. Évidemment, la Ligue nationale veut y aller, les joueurs veulent y aller, mais la LNH agit un peu en intimidateur aussi dans ce dossier-là, là, en essayant d'implanter, je ne sais pas si on en a parlé ici, mais... Je suis pas sûr qu'on en a parlé. Mais une Coupe du Monde qui serait jouée en totalité ou partiellement en Europe. On en a parlé, oui. Ouais. Donc, c'est ce qui... Oui, c'est ça. C'est ce qui hérisse la Fédération internationale. Moi, je pense que ça va se régler. Ben oui. Je pense que ça va se régler. Martin aussi, il pense ça. C'est dans l'intérêt de tout le monde. OK, je voulais que tu le dises. Je me disais, s'il ne le dit pas, je vais le dire pour lui. Je veux que ça soit dit. Je veux que ça se règle. Je veux que ce soit dit. Donc, c'est ça. Alors, faites pas le saut, là, parce que on en a pour une petite année encore avant de retrouver ce niveau-là. Et ce qui nous attend demain, c'est le retour du Canadien. Donc, on a demandé aux gens via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, de quoi vous êtes-vous le plus ennuyé du Canadien durant la pause? Alors, sur le book, Zachary, les buts de Laine, ça fait, d'après moi, il s'ennuyait avant. Ça n'a pas commencé avec la pause. Charles, sur Facebook, de savoir qui va jouer sur la 5e ligne d'attaque. Ça aussi, moi, j'ai hâte de savoir. Yvan, les défaites. Stéphane, les défaites. Ça, c'est toujours sur Facebook. Paul dit date limite des transactions. C'est quoi, c'est dans 2 semaines? 7 mars. Dans 6 matchs. Ah! C'est ça qui nous reste. Hein? Est-ce que c'est ça qui nous reste? 7 mars, c'est quand ça? 7 plus 7, 14. C'est 2 semaines pile. On est vendredi. C'est dans 2 semaines pile. D'ailleurs, il va falloir travailler notre émission spéciale, là, j'imagine. C'est dans l'air, là, je sais pas trop. Là. D'ailleurs, est-ce que ça va être un tellement hockey réactif? Je sais pas s'il va être réactif. Est-ce qu'ils vont transiger avant la date? Probablement. Il va y avoir quelques... Tu sais, les directeurs généraux attendent plus jusqu'à la dernière minute. Là, ça, souvent... Ah, tu parles en général? Oui, mais ça a déjà commencé. Il y avait une pré-date limite. Oui, je parle du Canadien en particulier. Là. S'ils ont l'occasion, peut-être. Mais moi, je serais pas surpris qu'il se passe pas grand-chose avec le Canadien. Avec le Canadien, OK. Oui, je parle... Parce que les joueurs sont pas tant en demande. Ces joueurs-là n'intéressent personne. Oui, exact. Ou ils pourraient intéresser, mais pour un retour si faible que est-ce que la direction va trouver que ça en vaut vraiment la peine d'ajouter un choix de 5e tour pour échanger David Savard d'ici la fin de l'année, puis te retrouver dans un contexte probablement encore plus difficile pour ta gang que tu continues de développer. Comme tu dis, je pense que la réponse, c'est peut-être non.
étonnamment, Kent Hughes serait intéressé par ce qu'on appelle des échanges de hockey, là, des transactions hockey, s'il y a la possibilité, comme Alexandre Carrier. Mais les équipes qui transigent à la date limite font pas ces échanges-là. T'envoies à l'occasion, mais c'est rare. Puis ce qu'il a réussi à faire avec Carrier, un défenseur qui est sous contrat pour encore 2 autres saisons, ben, c'est en plein, je pense, ce qu'il viserait si c'est possible, mais c'est plus rare qu'on voit ça. Et puis s'il se passe quelque chose, ben, peut-être qu'un Christian Dvorak va disparaître pour un choix de 4e, 3e tour. Mais ce sera somme toute mineur. Donc je m'attends. T'as entendu le cri du cœur? Ouais, j'ai lu ça, mais... Devo, il veut pas partir. En même temps... il l'a dit. Ouais. Ça a été j'ai jamais entendu un joueur dire « Je veux partir. Je souhaite absolument. » Non, c'est ça. Les négociations piétinent et je souhaite quitter au plus vite, là. Alors, bon, bref, je ne peux pas dire qu'on a appris grand-chose là, mais ça pour dire que s'il y a du mouvement, je pense que ça va être un peu dans les marges. Je ne m'attends pas à grand-chose, à moins qu'une occasion étonnante comme, par exemple, un genre de Carrier soit disponible. Mais j'ai l'impression que c'est plus ça qui intéresserait le Canadien qu'autre chose. Ce ne sera pas acheteur, clairement. Et ce ne sera pas la grande vente non plus, là. Je serais très surpris. T'sais, si jamais Josh Anderson, qui est encore en demande, par exemple, est échangé, je ne serai pas contre des choix, là. Je pense pas. Des fois, je m'avance trop. Puis souvent, non, mais c'est correct. Je me mets à faire des prédictions. Je fais attention pendant longtemps. Là, je me mets pas trop les pieds dans les plats. Je fais pas de prédictions. Puis là, je lance des prédictions. Puis paf, 4 jours après, elles s'avèrent toutes fausses. Josh Anderson est échangé uniquement contre des choix. Et Kent Hughes qui dit... Tout ce qu'on voulait, c'était des choix. on nous a proposé autre chose. On voulait absolument pas les transactions de hockey. On voulait des choix. Les transactions de hockey, c'est pas pour maintenant. J'apprends pas, visiblement, j'apprends pas. OK, juste vite. Donc, sur le Tube, il y a... Thorabert qui dit... la question, c'était de quoi vous êtes-vous ennuyé du Canadien? De la barbe de Martin Saint-Louis. Une barbe qui a disparu. Ça a été rasé. Ben non, mais je l'ai vu. Non, mais ça a été taillé, mais il n'est pas... plus, là. Ben là, ça a été, je pense, rasé et légèrement repoussé. Mais je veux dire, elle a survécu quand même à la série de défaites. Là, quand il nous a quittés, il l'avait encore. C'était juste du laisser-aller, en fait. C'est ça. Y a-t-il une autre façon de gérer ses poils? Quand c'est rendu que la barbe de l'entraîneur devient un sujet de conversation, c'est parce que on a fait ça en dit long sur je pense qu'on a déjà fait pire. Oui. Bon, Vincel, votre chronique. Non, mais y est-tu bon, Lane Hudson? Présente à chaque émission. On recommence mardi. Faut pas oublier. Faites-moi penser. Si jamais j'oublie, y est-tu bon, Lane Hudson? Puis finalement, Normand qui dit de rien du tout. Et ça, je pense que ça résume bien des affaires. Il y avait beaucoup de réponses, des défaites. Je me suis pas ennuyé. La confrontation des 4 nations. J'aimerais ça qu'on retrouve tous les auditeurs qui disaient qu'ils s'intéressaient absolument pas à la confrontation des 4 nations il y a 2 semaines, qui disaient j'ai hâte que le Canadien recommence à jouer. Peut-être qu'ils nous écoutent plus. Voir s'ils ont changé d'idée en cours de route. En tout cas. Bon, fait que sinon, c'est ça. Ça reprend Canadien, Sénateur, samedi. Exactement. C'est ça. Un classique. Hurricanes, Sharks au Centre Bell ça va être la semaine prochaine. Hurricanes, Sharks? Hurricanes mardi. OK. Sharks jeudi. Les deux. Oui, il y a un bon petit match Hurricanes, Sharks. Ouais. OK, c'est ça. On va passer à travers. On va y arriver. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Quel journaliste? Tout un. Pas que la moitié d'un journaliste. Mais c'est Martin qui gagne aujourd'hui avec son affaire des passes. Ça, c'était bon. Les passes décisives. Là. Puis Mitch Marner à Tampa Bay. Parce tout que ça dans le même 5 minutes. Là. Si vous n'avez qu'un 5 minutes à écouter celui-là. ce serait celui-là. Puis même c'est genre 1 minute 30 en fait. Là. C'est ça. Mais n'est-ce pas toujours Martin qui gagne de toute façon? Oui, mais là, c'est ça. On ne peut pas le dire à chaque fois.
on dit. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Vous dites n'importe quoi. Oui, ça, je suis content d'être avec vous. C'est ça la dynamique. Toi, tu dis des choses, puis l'autre, on dit n'importe quoi. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon week-end. Faites pas le saut. Ça va être différent dans votre TV. Ça va peut-être aller un petit peu moins vite. Ça va aller un petit peu moins vite. Et voilà, on se retrouve mardi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.